Le bec du Gave, un endroit étonnant où les eaux qui descendent des montagnes des Pyrénées se jettent dans le fleuve Adour. Une frontière naturelle avec le Pays Basque qui illustre l'importance historique et géographique de ces cours d'eau. Aujourd'hui, vous allez découvrir un visage bien différent de ce département des Landes que l'on résume trop souvent aux vastes forêts de pins et aux interminables lignes droites. Au programme, l'abbaye de Sordes et son exceptionnel patrimoine bâti au bord du Gave d'Oloron. Puis nous partirons dans ces terres inondables, les Barthes, où s'épanouit le poney landais, une race locale sauvée de la disparition. Nous verrons également comment, dans les années 60, ce terroir est devenu le berceau du kiwi en Europe. Enfin, nous vivrons quelques frissons avec un couple de champions de course landaise, cap sur le sud des Landes, entre Gave et Adour. Nous commençons nos escapades le long de l'une de ces rivières que l'on appelle en Gascogne un gave. Dans les plaines du sud des Landes, ces cours d'eau ont non seulement dessiné les paysages, mais ils ont surtout été des points de fixation pour les hommes. Illustration avec l'abbaye de Sordes, fondée au Xe siècle, sur un site occupé depuis la préhistoire. Mathias, nous sommes au bord du Gave d'Oloron. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il était intéressant d'installer une abbaye ici? Le Gave, c'était avant tout une voie de communication. C'était aussi une rivière nourricière, puisqu'on sait que les bénédictins ici avaient des pêcheries, donc ils pêchaient des poissons, notamment le roi du Gave, le saumon. Et on peut dire aussi que le Gave, ça permettait d'actionner le moulin, en fait, qui était nécessaire dans une abbaye bénédictine qui vit en autarcie. La façade est très imposante. Est-ce qu'on peut en déduire que cette abbaye était importante? Cette façade, c'est une reconstruction qui a eu lieu au début du XVIIIe siècle, donc c'est la période néoclassique, donc c'est déjà une époque moderne. Il y avait énormément d'espace pour cette communauté qui était quand même assez petite, puisqu'on peut imaginer qu'il n'y a jamais eu plus d'une vingtaine de moines qui ont vécu ici à Sordes. Là, on a un sentiment de quiétude dans ces lieux. Est-ce que la vie de l'abbaye a toujours été aussi calme? Non, justement, il y a eu rapidement des destructions, des dégâts. On sait qu'après les guerres de religion, l'abbaye est vraiment en très très mauvais état. Elle ne permet plus aux moines d'être hébergés convenablement. C'est pour ça que la congrégation de Saint-Maur, qui a récupéré l'abbaye en 1663, va complètement la reconstruire entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Classée aux monuments historiques, inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, l'abbaye de Sordes aurait pu totalement disparaître. Un programme de restauration a été lancé en 2007. Mais plutôt que de chercher à tout reconstruire, on a préféré laisser place à l'imagination. Mathias, on a presque l'impression d'être passé de l'autre côté d'un décor. On est où ici? Donc là, nous sommes dans le réfectoire de l'abbaye, qui est immense. Voilà, oui. Donc pour 20 moines, c'est... Voilà, c'est assez incroyable de voir la taille de cette pièce. Dans quel état étaient les bâtiments de l'abbaye avant les travaux? Il faut imaginer que tout était recouvert de végétation, puisqu'on avait des arbustes qui faisaient quasiment 2 mètres de haut sur toutes les corniches, donc les hauts des murs de l'abbaye. Et ici, là où nous sommes en plein milieu, il y avait de grands arbres qui étaient très beaux. C'était des lilas des Indes qui prenaient quasiment la totalité de la pièce. Il faut s'imaginer l'abbaye lors de sa reconstruction fin 17e, début 18e siècle. C'était complètement différent par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça peut nous sembler austère, ça peut nous paraître inhospitalier pour les moines qui vivaient là-dedans au 18e. Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, nous voyons les pierres apparentes, mais il faut imaginer que tous les murs étaient enduits, ils étaient peints en blanc, qu'il y avait des voûtes en briques. Alors, il y avait peut-être à certains endroits des boiseries sculptées, des décors, des moulages en stuc. Et surtout, il y avait aussi du mobilier. Il y avait des fenêtres, il y avait des volets. Donc en plus, on est bien orienté. On est plein sud, donc ça gardait la chaleur, c'est déjà assez moderne pour l'époque.
Quel endroit incroyable, Mathias. Cette galerie, elle fait combien de longueur? 70 mètres de long. Et on est où ici? Donc c'est ce qu'on appelle le cryptoportique de l'abbaye en fait. Alors, Donc, cryptoportique, voilà, c'est quand même un mot qui interpelle. Donc une crypte, c'est une salle cachée, hein. Et un portique, c'est une galerie, et donc c'est une galerie cachée en quelque sorte. On peut parler de galerie souterraine, hein. Alors à quoi ça servait un cryptoportique? Alors et là ici, c'était vraiment un lieu de stockage en fait, hein. Il est formé de 14 granges, et ces granges, elles ont pris le nom de granges batelières. On n'y mettait pas des bateaux, c'était pas un chantier naval, hein, mais ils y mettaient les récoltes qui arrivaient par barque. C'est ce qui a donné ce nom un peu trompeur en fait de grange batelière. Qu'est-ce qui fait que ce cryptoportique est si remarquable? Alors déjà, il y a le charme actuel hein, qui fait que cette partie n'a pas été restaurée encore, hein. Donc on voit ce mélange de minéral, de végétal. C'est quand même assez charmant, il y a un certain romantisme. Et c'est aussi le fait, en effet, comme je l'expliquais, c'est d'avoir un accès sur la rivière, hein. C'est ce qui le rend vraiment unique en France, dans une abbaye, c'est d'avoir un embarcadère qui permettait aux barques d'arriver jusqu'ici. Et c'est par cet embarcadère qu'arrivaient toutes les denrées qui étaient stockées ici. Peut-être pas toutes, mais du moins une partie des denrées qui étaient produites sur les terres à proximité et qui avaient un accès sur l'eau, hein. D'où le fait que le Gave d'Oloron, c'était aussi une petite voie de communication et ça permettait d'avoir des échanges commerciaux. C'est ce commerce qui faisait la richesse de l'abbaye? Tout à fait, c'était le commerce, puisqu'il fallait des rentrées de revenus, hein, puisque l'abbaye, elle vit en autarcie. Hein, donc, les moines, il leur fallait des sources de revenus, et c'était souvent les denrées qui étaient produites sur leur terre, qui étaient ensuite revendues. Le site de l'abbaye a eu plusieurs vies que l'on ne soupçonne pas au premier regard. Difficile d'imaginer qu'à cet endroit même s'élevait, il y a 2000 ans, une luxueuse villa gallo-romaine. Le propriétaire, en 1960, lorsqu'il décide d'amener l'eau dans ses granges, il fait une tranchée et découvre des mosaïques. Et on est là sur les vestiges de la villa antique. Alors vous avez fait réaliser un film en 3 dimensions. J'imagine que ça a dû être assez fascinant de reconstituer cette villa antique. Ben oui, parce qu'il a fallu à la fois repartir des fouilles des années 60, mais aussi des derniers sondages réalisés dans les années 2000 et également en 2005 pour arriver à remonter le puzzle et à proposer une reconstitution 3D. On retrouve facilement les pièces de réception parce qu'elles sont à la fois un sol de mosaïque très beau et aussi du chauffage. Les thermes avec toutes les berges, piscine d'eau froide, piscine d'eau tiède, baignoire d'eau chaude. On trouve également les galeries qui permettaient de distribuer les pièces, mais aussi de se balader à l'ombre parce qu'ici il fait quand même très chaud. Et après tous les espaces aussi de jardin avec beaucoup d'agréments, de végétaux, etc. Donc on peut penser que le propriétaire était très riche. Ah oui, on a sans doute affaire à un notable, peut-être même un notable de Dax, puisque c'était la ville importante à l'Antiquité, qui était ici avec sa famille, ses esclaves, ses amis. Et donc c'est une grande propriété avec une très belle demeure, mais aussi beaucoup de terres agricoles autour. Delphine, c'est donc les mosaïques que l'on a trouvées ici? Oui, tout à fait, ce sont les mosaïques de la villa. On en a à peu près 400 mètres carrés. On les a donc fait restaurer et installer ici pour les protéger de la lumière, de l'humidité. Alors pourquoi ces mosaïques sont si exceptionnelles? Alors, ce qui en fait déjà, c'est la quantité, puisqu'on en a retrouvé à peu près dans presque toutes les pièces de la villa, dans un état de conservation plutôt bon, même si on a dû les faire restaurer. Et puis ensuite, c'est le style. C'est vraiment, on est là sur le style de mosaïque d'Aquitaine, avec un décor très géométrique, des carrés, des losanges, des triangles. Il n'y a pas le décor figuratif, le dieu au milieu d'un grand aplat de mosaïque. Elles datent de quand ces Alors, elles ont été datées à la fois certaines, comme celle-ci et celle-ci, du 2e, 3e, 4e siècle, et d'autres un peu différentes qui sont du 5e, 6e, voire 7e siècle. Est-ce que toutes les mosaïques de la villa antique sont ici ou est-ce qu'il y en a encore d'autres à découvrir? Alors, on pense qu'il y en a d'autres à découvrir, puisque les fouilles n'ont porté que sur 2000 m². On est à peu près sûr que la villa se prolonge sous l'abbaye. Donc, il y a peut-être d'autres mosaïques à découvrir, notamment au niveau de l'abbaye de Sordes, peut-être au niveau de l'entrée d'aujourd'hui ou du cloître. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant. On a encore beaucoup de recherches et beaucoup peut-être de fouilles qui donneront des découvertes dans le futur. En descendant au fil des eaux des Gaves réunies, on rejoint l'Adour. Ce fleuve, qui traverse les Landes, a la particularité d'être soumis aux marées océaniques.
Les terres qui le bordent sont très régulièrement inondées. C'est ce qu'on appelle les barthes. Un vaste espace naturel protégé de 20 000 hectares, composé de prairies humides et de bois. C'est ici que s'épanouit le poney landais, une race locale que l'on trouvait jadis dans toutes les fermes. Le tracteur et le modernisme ont bien failli le faire totalement disparaître. Véronique, qui élève des poneys landais depuis 30 ans, a participé à son sauvetage. Les voilà. Voilà les poneys landais, voilà des poulains. Ils ont des noms, ces poneys, Véronique? Oui, voici T'as pas vu à Peylin. Salut, t'as pas vu Peylin. T'as pas vu Peylin? Voilà, et donc elle a fait cette année une très jolie pouliche qui s'appelle Jolie Vue de Peylin. Ils ont tous des noms? Oui, c'est important déjà pour créer un lien avec. Et puis ce sont tous des poneys landais dûment inscrits à un livre généalogique. Et donc ils ont leur nom qui les identifie, qui portent toute leur vie. Et en même temps, le nom est associé à une puce électronique qui leur est implantée sous la peau dans les premières semaines de vie. Quelles sont les particularités physiques de ces poneys? Alors, vous voyez, c'est un petit cheval en fait. C'est ça, c'est vraiment un mini cheval. Voilà, en fait, c'est un cheval miniature. Il a toutes les qualités et toute la morphologie du cheval. C'est-à-dire, il a un garrot bien sorti, il a une belle encolure, il a des rayons qui sont importants. Et en fait, voilà, c'est un cheval miniature. C'est pas le petit poney, le petit truc rablé, trapu, qui trotte avec des foulées de 2 cm. Enfin voilà. Ils vivent en liberté, ces poneys-là? C'est une forme de liberté, oui. Et ils ne sont pas sauvages, ce ne sont pas des animaux sauvages. Ils sont confrontés à la dureté de la liberté. Il n'y a que des abris naturels, donc il pleut, il peut faire froid, il peut faire chaud. Faut marcher pour aller trouver à boire. Rien ne leur est donné tout cuit, quoi. Alors du coup, il sert à quoi aujourd'hui ce poney landais? Alors, poney d'école dans les centres équestres, très bon poney d'école. Les plus talentueux sortent en compétition. Les poneys landais sont attelés aussi, s'attellent très très bien. Enfin, c'est des poneys très intelligents. Donc selon leur capacité physique, ils s'adaptent à toutes les disciplines. Donc, tu vois, Raphaël, le poney landais, c'est un vrai poney de famille. Et les parents, Toto Lolo, ils font leur petit panier de pique-nique à la campagne. Comme nous, une petite Voilà, balade là, comme le nous, soir. une petite promenade, et ben voilà, les parents, ils peuvent faire pareil. C'est un vrai poney pour tout le monde. Alors, est-ce que ce poney landais a un rôle à jouer sur ce territoire dans les barthes? Alors, il entretient la barthe. Il coupe l'herbe en permanence. Il fait des crottins, donc tu as plein d'oiseaux qui viennent picorer dans les crottins. Et les oiseaux récupèrent des graines, avalent des graines, les redéposent plus loin. Donc, c'est un ensemencement naturel. Il participe au maintien de ce milieu naturel extraordinaire et très rare. Pourquoi toi, tu aimes ce paysage? C'est un endroit où on est vraiment tributaire de la nature, on est tributaire de l'eau. Là, c'est magnifique parce que c'est sec, mais tu peux revenir ici en plein hiver, il y aura 3 mètres d'eau au-dessus de notre tête, quoi. Il faut vivre avec le rythme des saisons et le rythme des marées, parce qu'on a encore une influence de marée sur les barthes. Voilà, il faut vivre avec tout ça, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Les terres, au bord de l'Adour, sont depuis des siècles des espaces dédiés à l'élevage et à l'agriculture. On y cultive majoritairement du maïs. Mais depuis 50 ans, on y fait pousser un fruit beaucoup plus exotique et inattendu, le kiwi. Je suis assez impressionnée par la forme de cet arbre. Alors ce n'est pas un arbre, c'est une liane qui vient de Chine. Vous le connaissez habituellement sous le nom de kiwi. Alors certains l'appellent le kiwier. Pas du tout. Voilà, ce n'est pas ça du tout. C'est un actinidia et là on est face à un actinidia chinensis, une variété jaune, sans poils, particulièrement goûteuse et qui se cueille avec des gants uniquement parce qu'elle est beaucoup plus fragile du fait de ne pas avoir des poils qui la protègent. Qu'est-ce qu'il a de particulier alors? Qu'il est particulièrement sucré, doux. Il plaît davantage à un plus grand panel de consommateurs du fait de sa douceur. Vous avez combien de personnes qui assurent la cueillette? Là, on est à ce jour une 20aine de personnes pour couvrir 50 d'hectares.
Voilà. Et chaque personne va accueillir combien de kilos de kiwis chaque jour alors? Eh bien, à peu près 2 tonnes. Ce qui est énorme. Est-ce que c'est un fruit qui subit des traitements? Non. Alors, en agriculture conventionnelle, nous avons des apports en engrais minéraux. Mais c'est vrai que c'est un fruit qui est naturellement très propre. Pas besoin d'insecticides, fongicides. Comment ça se fait? C'est vrai que nous avons un terroir qui correspond particulièrement à ce qu'elle recherche, c'est-à-dire humide, chaleur, un peu de froid, pas trop. Donc peut-être que nous avons une région extraordinaire et que tout simplement nous évitons comme ça les traitements. L'Adour est la première zone de production de kiwis en France, avec 25% des récoltes. Mais c'est surtout le premier endroit en Europe où l'on a planté ce fruit originaire de Chine. Le mari de Virginie, Julien Pédeluc, dirige une entreprise qui rassemble 150 des 300 producteurs de la région. Pour lui, le kiwi est une affaire de famille, car c'est son père qui, dans les années 60, eut l'idée d'expérimenter sa culture dans le terroir des Barthes. Julien, ton père a été un pionnier. Comment est-ce qu'il a eu cette idée un peu folle de planter du kiwi ici? Alors, mon père était ingénieur agronome et un de ses camarades de promotion, Henri Soyez, lui a proposé, alors qu'il revenait de Londres, il avait vu sur les marchés britanniques ce fruit qui venait de débarquer de Nouvelle-Zélande. Hein. Là-bas, c'était aussi très très récent. Et il lui a proposé, puisque mon père avait des terres dans l'Adour, d'expérimenter cette plante. Alors, il a aussi expérimenté au même moment, les premiers hivers, le fruit de la passion et le tamarillo. Et le seul qui ait survécu réellement au froid de l'époque, puisqu'à l'époque, les froids étaient assez rudes, ça a été le kiwi. On a dû le prendre un peu pour un uluberlu au départ. Alors, ce n'est pas une région vraiment arboricole. Et quand il est arrivé et qu'il a proposé ce genre de produit, évidemment, au départ, on l'a regardé étrangement. Il y a eu une dizaine d'années à peu près pour acclimater la plante. Donc pendant ces 10 ans, certains ont tenté le coup avec lui, on va dire des pionniers, des producteurs de base. Hein. Et ça a fonctionné, mais ça a été très long. Ce n'est pas arrivé directement, tout simplement parce qu'il a fallu aller chercher des informations en Nouvelle-Zélande. Ton père est parti en Nouvelle-Zélande du coup? Alors il est parti en Nouvelle-Zélande dans les débuts des années 60. Il est allé chercher en Nouvelle-Zélande avec son camarade en fait les gros fruits, c'est-à-dire le kiwi qu'on connaît aujourd'hui, un fruit à peu près de 100 grammes. Toi tu as grandi en fait avec ces kiwis? Alors j'ai grandi, j'ai même des photos de moi tout petit avec les tout premiers plants. Moi je suis né en 66, on a connu des années très très difficiles au niveau de la famille parce que donc on a subi des grêles. C'était des investissements à très haut risque à ce moment-là. Est-ce que ton père s'est découragé parfois? Jamais découragé parce qu'il était soutenu par ma mère, qui était donc avocate de formation, rien à voir avec ce métier-là, qui a commencé à travailler dans les vergers et puis qui a commencé à faire le commerce de base au départ, puis ensuite qui est devenu comptable et qui a donc très très fortement soutenu mon père. Est-ce que pour toi ça a été une évidence de prendre la suite de ton père? Pas du tout. Alors j'étais destiné à un tout autre métier, moi je voulais faire du cinéma. Je suis arrivé en 92 mais mon père est mort en 95, donc j'ai eu 2-3 ans simplement pour on va dire comprendre un peu le métier, mais il m'a laissé une entreprise déjà en très très bon état. Il venait de faire des très gros investissements, mais malgré tout, l'outil était déjà là. Et puis pendant quelques années, ça a été un peu compliqué. Hein. La relation avec les producteurs n'était pas simple, tout simplement parce que je n'étais pas légitime, et c'était logique. Quel regard tu portes, Julien, sur le chemin parcouru aujourd'hui depuis les années 60? Je suis évidemment très fier du travail qu'ont fait mes parents. Maintenant, on va dire la balle à la génération future. Message passé. Impossible de venir dans les Landes sans faire un détour par une arène. On en décompte plus d'une centaine, ce qui fait de ce département l'un des plus richement dotés en France. Car bien avant la corrida importée d'Espagne, on a pratiqué ici un sport spectaculaire et identitaire, sans mise à mort, la course landaise. À Mouscardès, Raphaël a rendez-vous avec un couple à la ville et dans l'arène. Mathieu Noguès ne compte plus les titres de champion de France. Mais aujourd'hui, c'est sa compagne Caroline qui défie la vache. Voilà, là, un bon départ. Voilà, Wow. bien. Là, un bon écart de carreau, là. On voit, donc... C'est très très impressionnant. Voilà. Il faut beaucoup de concentration. Tout le temps, pendant les 2 heures de spectacle, il faut toujours être concentré et
Toujours avoir un œil sur la vache. Bien, Caro. Bien, Caro, là. Mathieu, explique-moi le principe de la course landaise. Alors, la course landaise, c'est un art landais qui consiste à affronter une vache qui va nous foncer dessus. Et le but, c'est de l'éviter en faisant ce qu'on appelle un écart pour esquiver la vache ou un saut pour passer au-dessus de la vache. Alors comment on marque des points en compétition? Alors en compétition, le but, c'est de passer le plus proche de la vache sans tomber. Ça a l'air simple quand on le regarde. Non, mais non, ça en n'a pas vrai, l'air simple du tout. Je te confirme que c'est tout un art. Voilà, en vrai, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'années d'expérience aussi qui permettent de pouvoir faire de beaux écarts ou de bons sauts. Et chacun a sa place, son rôle, il faut arriver à se coordonner. C'est un travail d'équipe. Elle est composée d'un cordien qui a notre vie entre ses doigts, car c'est lui qui tire la tête de la vache pour nous faire éviter le coup de corne. Ensuite, il y a les entraîneurs, c'est ceux qui vont donc placer la vache au bout de la piste pour qu'elle parte dans les meilleures conditions possibles. Et il y a aussi cette notion de danger qui est très présente. Exactement, voilà, c'est un danger permanent. On ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. S'il y a une erreur du cordier, une erreur de l'écarteur, c'est un animal sauvage, c'est surtout ça qu'il faut se rappeler. Donc, à tout moment, elle peut avoir un comportement complètement différent et beaucoup plus agressif que d'habitude. Et c'est là où peut arriver l'accident. Les gens qui viennent nous voir, ils viennent voir des hommes ou des femmes qui prennent des risques et qui risquent leur vie devant des vaches. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois Caroline, qui est aussi ta compagne, dans l'arène, en train de défier la vache? On va dire que j'ai plus peur pour elle que pour moi. Voilà, c'est différent. C'est différent parce que c'est ta compagne ou parce que c'est une femme? Un peu des deux. Dans l'équipe, on a tendance à plus la protéger. C'est humain, on sait le danger. On ne peut pas s'en empêcher, c'est humain. Mais voilà, on sait très bien les qualités. Moi, je sais ce qu'elle est capable de faire. Je ne l'ai jamais empêché d'aller écarter une vache qui était très dangereuse ou un taureau. Voilà, je sais que c'est une passion et cette adrénaline, on la trouve là et nulle part ailleurs. Caroline, je voulais vraiment te féliciter. J'ai été très impressionnée par ta prestation. C'est la première fois que j'assistais à une course landaise. Tu es une des rares femmes en compétition et notamment au niveau que tu as atteint. Oui. Comment tu as fait pour t'imposer? Ça n'a pas dû être facile quand même. Non, c'est très compliqué. Ça demande énormément d'années, de patience, de courage aussi. Comme je dis souvent, j'affronte les vaches, mais j'affronte aussi les garçons. Le plus dur, ça a été ça, de faire sa place au milieu des hommes. Une fois que les hommes ont compris pourquoi on était là et qu'on a fait notre place, c'est gagné. Et là, on prend du plaisir, c'est sûr, mais c'est ça le plus compliqué, je pense. Qu'est-ce que tu viens chercher, toi, dans l'arène? Dans l'arène, on essaie de dépasser ses peurs, donc forcément, il y a beaucoup d'émotions, mais notamment l'adrénaline quand on a cet animal sauvage, puissant, fort, tout ce que ça représente, qui nous fonce dessus, qu'on sait que ça se joue entre elle et nous. C'est vrai que c'est quand même une sensation très particulière qu'on retrouve, je pense, nulle part ailleurs. Est-ce que tu as peur quand tu es dans l'arène ou est-ce qu'à ce moment-là, tu y fais abstraction? Je pense, on peut le dire, tous les écarteurs ont peur. Au fond de nous, on a la peur, mais on dépasse cette peur. Voilà, c'est ça qui nous fait aller devant les vaches aussi, de pouvoir dépasser nos peurs. Donc oui, peur, on a toujours un peu, et heureusement, sinon le jeu ne serait pas le même. Allez, étoile, allez, hop, hop, marquise, allez, on rentre. Depuis quelques mois, Mathieu et Caroline ont franchi une nouvelle étape. Ils ont maintenant leur propre ganaderia, leur élevage de vaches dédié aux courses landaises. Quelles sont les qualités que doit avoir une vache pour la course landaise? Alors nous, la vache, il faut qu'elle soit la plus agressive possible. C'est vraiment de la combativité, de l'endurance et beaucoup, beaucoup d'intelligence. C'est quelle race, du coup, ces vaches-là? Donc c'est des vaches espagnoles. Ce sont les mères, les filles ou les sœurs des taureaux de combat. Elles vont commencer leur carrière à l'âge de 3 ans, au minimum, et elles peuvent aller jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire que les meilleures vaches, il y a eu des vaches qui peuvent faire 10 ans de carrière. Elles ont leur compétition et donc on élit ce qu'on appelle la corne d'or. C'est le public qui élit la meilleure vache de l'année. Est-ce qu'il y a une fierté à perpétuer les traditions locales, les traditions landaises? Oui, complètement.
Enfin, voilà, on sait que la course landaise est en péril. Donc nous, de pouvoir avoir un élevage, une ganaderia, des vaches à soie, pouvoir perpétuer toutes ces traditions, ce sport, la fission qui se vit ici dans les Landes, dans le sud-ouest, forcément c'est un rêve et on va tout faire pour y arriver. Donc c'est hyper important, oui, à nos yeux.